Bien, bonjour à tous à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Bienvenue sur l'espace Univers VO. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau débat organisé par Univers VO et avec des invités de marque. Le sujet de cet après-midi, l'approvisionnement qui est une brique importante dans le parcours du véhicule d'occasion. Et je vais demander à chacun de nos invités de se présenter rapidement et ensuite on va rentrer dans le débat sur l'avenir de l'approvisionnement, ce qu'ils proposent et comment ils envisagent la manière de l'évolution des approvisionnements dans l'écosystème. On commence par Arnaud peut-être ? Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Arnaud Israël, je suis responsable commercial B2B au sein du groupe LeasePlan dans la filiale carnext.com. Je ne sais pas si on m'entend bien. Un peu. Ouais, super. Bon, Est-ce qu'on vous entend tous ? Donc carnext.com, qui recommercialise entre 25 et 30 000 véhicules à professionnels de l'automobile, donc négociants, distributeurs, MRA, et tout type de professionnels de l'activité du véhicule d'occasion. Merci Arnaud. Alexandre ? Bonjour, Alexandre Christophe, BC Auto Enchères, donc filiale française du groupe BCA Marketplace, qui recommercialise 1 400 000 véhicules par an, dont 117 000 l'année dernière en France. Donc Marketplace VO qu'offre la mise en relation entre vendeurs et acheteurs avec un panel de services à la fois pour les vendeurs, pour les acheteurs, afin de mettre en place un marché qui soit fluide pour les deux parties. Merci Alexandre. Un autre Alexandre. Bonjour, Alexandre Roumarin, directeur général de Auto1 en France. Auto1, c'est une plateforme qui aujourd'hui est un des leaders du trading de voitures d'occasion en Europe. On achète des véhicules essentiellement auprès de particuliers à travers notre propre réseau qu'on a développé au travers de 400 points d'agence en Europe. Et ces véhicules sont recommercialisés intégralement sur la plateforme auto1.com auprès de négociants automobiles. Donc ça fait un volume de plus de 500 000 voitures en 2018 et avec une grande diversité parce que par essence, nos véhicules viennent de particuliers. Donc représentent une diversité et une profondeur en fait, de gamme qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer en Europe. Merci Alexandre. Régis. Bonjour, Régis Tranquille, PDG de la société Tech3H. Nous sommes spécialisés dans la création et de logiciels véhicules d'occasion. Et on a inclus un partage de stock pour l'approvisionnement où chacun peut s'acheter des véhicules entre eux et les marchands peuvent apporter leurs véhicules pour faire des achats entre les pros. Nous sommes créés depuis 4 ans et on a une émergence aujourd'hui à 2 chiffres, donc une bonne évolution pour nous. On pourra vous expliquer pendant le débat. Parfait, merci Régis. Siam. Bonjour, donc Siam Guyon, responsable marketing de la business unit logiciel au sein du groupe Argus. Le groupe Argus, sa vocation, c'est de fournir un ensemble de solutions à l'ensemble des acteurs de l'automobile, que ce soit des constructeurs, distributeurs, marchands, négociants et loueurs. Donc notre vocation, c'est d'accompagner le business de nos clients de l'achat jusqu'à la revente, en passant aussi par la création de sites web et de l'accompagnement dans les campagnes marketing digital également. Parfait, grosse actualité également pour Groupe Argus. Pierre-Emmanuel. Bonjour, Pierre-Emmanuel Beau, directeur général du groupe Autorola en France. Le groupe Autorola, c'est un groupe international d'origine danoise qui fait à la fois du remarketing, qui revend les véhicules d'occasion de loueurs, de constructeurs dans 12 pays en Europe. C'est à peu près 80 000 véhicules vendus par an. Pour la France, à peu près 8 000. Nous sommes le 6e commissaire-priseur français en termes de montant d'adjudication, 50 millions l'année dernière. Et nous avons également une autre activité qui est sur l'autre partie de ma chemise, qui est Indicata, qui est un outil de valorisation qui permet à nos acheteurs de connaître le prix des véhicules, en particulier le prix des véhicules auxquels ils sont susceptibles ou devraient reprendre les véhicules, et également de gestion de leur stock. Donc c'est une offre assez complémentaire. Bien, parfait. Merci à tous pour cette présentation. Donc du coup, on va lancer tout de suite le débat. On voit qu'on a quand même des spécialistes de l'approvisionnement, enfin en tout cas de l'écosystème du VO, et donc qui ont forcément des problématiques sur l'approvisionnement pour pouvoir fournir l'ensemble des clients et puis aller chercher des véhicules pour combler le marché. Alors, ma première question qui s'adresse à tous, celui qui voudra prendre la parole, quel est selon vous, ou en tout cas pour vous aujourd'hui, l'état du marché des approvisionnements? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on arrive facilement à aller sourcer des véhicules? Globalement, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce marché qui aujourd'hui peut évoluer? Ouais.
Alexandre. Je pense que c'est une très bonne question. Nous, ça fait depuis 5 ans qu'on a développé Auto1 en France. Et en 5 ans, on a vu de profondes mutations. Donc si on prend le marché des concessionnaires qui peuvent acheter auprès des constructeurs, on va dire, ils ont un sourcing qui est constant, qui est développé, et ils essayent d'innover de certaine manière en sourçant sur des plateformes, auprès de fournisseurs étrangers. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu en fait une grande évolution auprès des négociants indépendants qui, eux, ont besoin de se structurer davantage. Et je pense que le online, parce que nous on vend 100% de nos véhicules en fait, d'occasion online, a pris une grande part en fait et s'est démocratisé, je pense, par l'effort de partenaires qui sont autour de la table, mais aussi parce qu'on a réussi, typiquement nous chez Auto1, à leur proposer des véhicules qui sont différents. Donc, des véhicules qui viennent de particuliers, donc c'est pas nécessairement des buybacks, c'est pas des véhicules de concessionnaires, c'est vraiment des véhicules de particuliers qu'on arrive à racheter. Et donc ça permet de mettre de la confiance parce qu'un marchand automobile aujourd'hui a besoin de se différencier. N'ayant pas de canal direct d'approvisionnement, il a besoin d'avoir le bon produit pour sa bonne région, sa bonne scène de chalandise, et cela de manière assez rapide et sûre. Et c'est vrai qu'une plateforme web qui est capable de sourcer partout en Europe à des particuliers leur permet en fait de faire ce qu'on appelle du cherry picking, de choisir le bon stock en fonction de ses besoins et d'être aidé sous toute la chaîne. Parce que derrière cet aspect en fait internet, il n'y a pas que l'aspect virtuel. Il y a du conseil, il y a de la logistique. On a des partenaires qui sont aujourd'hui sur l'univers VO. Et donc c'est une véritable facilité parce qu'on arrive dans un stade où la technologie ou l'internet en fait ont un impact très clair et permettent non seulement une mise en relation, mais véritablement un acte d'achat, une livraison et pourquoi pas une revente demain directement. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on essaie nous de faire. Et aujourd'hui, on a 5000 marchands qui nous ont déjà fait confiance. C'est en 2017, 8000 en 2018. Et on voit que voilà, ils sont friands de ce genre de solutions. D'accord. Qui veut rajouter quelques éléments sur le marché? Oui, sur l'évolution, nous sommes en France depuis 12 ans. Et j'étais directeur général à l'ouverture, donc j'ai pu voir évoluer la vente de véhicules à marchand, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés, nous étions déjà 100% online. Ça veut dire que nous sommes commissaires-priseurs, mais nous n'avons pas de salle. Nous ne sommes que virtuels et nous étions les premiers. Alors, je peux dire qu'on a initié le marché, mais enfin, on a défriché quelques arpents de bois. Aujourd'hui, tout le monde est online, que ce soit les gens qui nous confiaient des véhicules auparavant à la vente, que ce soit des gens comme Auto1 qui sont arrivés depuis 5 ans sur le marché en faisant une très belle percée sur un segment assez spécialisé, du moins pour commencer, parce que ça évoluera. Aujourd'hui, le marché, pour moi, est déjà un petit peu structuré. Donc le marché de demain est peut-être déjà fait. Je ne veux pas dire que les jeux sont faits, il y a toujours de nouveaux acteurs qui arrivent. La preuve, il y a 12 ans, on est arrivé, on est parti de zéro, et aujourd'hui, on est où nous en sommes. Mais on l'a vu par le type d'approvisionnement. Vous avez nos propres fournisseurs théoriques, les loueurs qui ont des plateformes. On a des gens qui s'intéressent plus particulièrement à la reprise, des commissaires-priseurs qui ont aussi axé leur développement sur la reprise, qui ne sont pas là, BCA, pardon, excuse-moi, qui est là aujourd'hui, ou d'autres comme Alcopa qui ne sont pas représentés. Nous avons gardé notre niche très location longue durée, location courte durée, constructeur, et évidemment avec notre petite valeur ajoutée export. Ou import d'ailleurs, puisque sur nos sites, vous pouvez accéder à une offre partout en Europe, avec des conditions particulières bien sûr. Donc je pense que le marché a déjà bien évolué depuis 5-6 ans. Les jeux ne sont pas faits, tout n'est pas figé. C'est très intéressant en tout cas. Depuis 12 ans, je ne me suis jamais ennuyé une seule année. Il y a toujours des nouveaux concurrents, il y a toujours des nouvelles problématiques à gérer. Et pour nos clients, effectivement, ça peut être aussi complexe à suivre. Suivre les évolutions, être sur la bonne plateforme, prendre des habitudes sur l'une, ça se passe bien, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir sur une autre? C'est effectivement, je peux comprendre que le paysage soit complexe à analyser pour les acheteurs au quotidien. Ça c'est une chose qu'il faut qu'on résolve tous ensemble. Alors certainement pas en trouvant notre Amazon à tous, qui serait l'endroit unique sur lequel on trouverait nos véhicules. Il y a certainement un chemin entre les deux, mais voilà, pour moi, c'est un marché passionnant en tout cas.
Un marché passionnant en pleine évolution, Arnaud. Du côté Carnext, donc effectivement à l'origine plutôt LeasePlan Auction, en 2006 on avait pris le parti de lancer une plateforme de vente en ligne à destination des négociants automobiles, donc pour se sourcer directement à l'unité. C'est un modèle qui aujourd'hui est bien accepté et effectivement je pense qu'on est assez tous très bien représentés pour dire qu'aujourd'hui le parcours et l'achat et le sourcing se fait 100% en ligne, quasiment 100% en ligne. Je pense qu'on a travaillé aussi sur nos parcours digitaux de la même façon qu'à l'instar de ce qu'on peut vivre en tant que particulier. On souhaite être livré du mieux qu'on peut tout en restant dans le confort de son achat, de la visualisation. À partir du moment où on crée beaucoup de transparence sur nos plateformes et à partir du moment où tous les renseignements qui étaient visibles pour les acheteurs in situ sont mis en ligne, il n'y a plus de freins et plus de barrières. C'est en ça qu'aujourd'hui, je pense que le virage 100% Internet est très bien pris. C'est en ça qu'on développe encore nos outils et qu'on a mis en place une accessibilité sur tous les terminaux, donc tablettes, mobiles, avec les apps que vous pouvez télécharger d'ailleurs et que je vous invite à télécharger, carnext.com. Elles sont très bien faites, elles permettent vraiment bien de venir en complément de ce que vous pouvez voir sur nos plateformes Internet à tous. Moi, je voudrais revenir sur un point qui n'a pas été abordé, c'est la capacité à accompagner la transformation de nos clients, pas seulement au niveau du sourcing, mais au niveau de l'activité des responsables VO, par exemple aux concessions. Le déploiement de Market Price, qui est l'outil de reprise de BCA qui est déployé dans 53 groupes de concessions aujourd'hui en France, c'est donner plus de temps en fait pour que un responsable VO ou un service achat VO puisse se concentrer sur les achats de VO stratégiques que sont les VO qui vont être vendus à particuliers. Nous, on a mis en place cette procédure, cette capacité à gérer toutes les reprises B2B. C'est pour déjà, dans un premier temps, avant de proposer des véhicules à sourcer pour le B2C, pour le B2B, c'est dégager du temps aux gens qui sont en charge des achats dans les structures VO pour qu'ils puissent se concentrer sur cette activité qui génère plus de marge que le B2B. D'accord, oui. Comme mes collègues l'ont dit, le marché des solutions qui visent à fluidifier et apporter de l'approvisionnement auprès des marchands et des distributeurs en général, il s'est bien structuré. Alors nous, côté groupe Argus, on a un positionnement assez, j'ai envie de dire, innovant, parce qu'on vient se positionner sur une problématique de circuit court, parce qu'on est parti d'un constat assez clair. À travers nos logiciels, on connaît les prix de transaction et donc les marges sur les transactions des véhicules en B2B. Et on a constaté que sur ces transactions, donc en B2B, les professionnels perdent jusqu'à 200 € de marge sur les ventes à pro. Donc de ce constat-là, on s'est positionné comme un acteur dans le domaine du circuit court, c'est-à-dire qu'on veut mettre en relation directement les vendeurs et les acheteurs. Donc je pense que tous les acteurs aujourd'hui ont leur place, ont leur valeur ajoutée sur ce marché-là. Mais le groupe Argus, avec sa force d'être présent chez 65% des distributeurs automobiles en France, maintenant on est présent sur 12 pays en Europe, et on a 20% de part de marché chez les négociants. On a le plus gros parc auto et on propose du coup à nos acheteurs et nos vendeurs potentiels de se rencontrer sur des outils collaboratifs et de mise en relation. Donc c'est une nouvelle solution apportée dans le paysage actuel. J'ai l'impression que la notion de marge a suscité quelques réactions. Les deux Alexandre. J'ai pas de doute là-dessus. Si tu connais des groupes qui perdent encore 200 € par VO marchand, il y a peut-être des solutions sur le marché chez Auto1 ou d'autres qui peuvent les aider à optimiser. Parce qu'en effet, comme tu dis, ce qui est important aujourd'hui, et là ce que la technologie permet de faire, c'est faire rencontrer des acteurs économiques qui ne se parlaient pas avant. Donc, nous, on a commencé par les particuliers. On achète plus de 500 000 voitures par an auprès de particuliers dans toute l'Europe, qu'on vend aux pros partout en Europe, dans 30 pays, etc. Et de fait, il y a 3 ans, on a lancé également cette branche de remarketing, parce que c'était une demande de nos marchands qui étaient acheteurs, qui aujourd'hui nous disent en fait, j'ai tel VO, ça me colle,
telle chose, c'est pas vraiment ma stratégie pour faire du B2C, qu'est-ce que je peux en faire? Et en effet, on peut les épauler et on est capable, en faisant tous ces arbitrages, notamment européens, de dégager des marges qui sont intéressantes pour des VO qui initialement sont non stratégiques. Et je trouve que c'est très bien parce que, comme disait Alexandre, on dégage du temps en fait, aux personnes qui sont en concession ou bien sur les parcs, sur le vrai business en fait, qui est rapporteur de valeur, c'est vendre du véhicule et du service à un particulier, voilà, qui est là et qu'on traite directement. Sur le sujet des marges, je tenais à préciser juste quelque chose. C'est qu'on a la capacité à totalement piloter, de par une connaissance très fine des valeurs de marché et des bases de données très très larges pan-européennes, à piloter soit le niveau de marge, soit le niveau de reprise qui est attendu pour des opérateurs qui souhaitent soit avoir un gros poste de profit sur la partie B2B, soit pousser leur taux de reprise pour générer du bon de commande VNVO. Et donc on est capable de totalement piloter de façon personnalisée ces montants-là grâce à une connaissance parfaite des prix de marché en temps réel partout en Europe. Alors, justement, sur le gain de temps, alors Alexandre disait justement qu'il fallait qu'il gagne du temps, mais avant d'acheter des VO, déjà il faut se dégager du temps. Et pour acheter des VO, il faut des acheteurs. Et nous, on s'est concentré énormément sur le particulier. Les 2/3 sont vendus de particulier à particulier. C'est gênant, ça ne sert à rien de se faire de la concurrence entre pros, le marché n'est pas là, il est vraiment à gagner sur le particulier. Et donc nous, on a fabriqué notre outil vraiment sur ce système-là. On a regardé, on a étudié pendant des années leur attitude, et en fait on voit que ce soit un agent, que ce soit un marchand, que ce soit un concessionnaire, ils manquent tous de temps. Donc nous, on a tout automatisé et on inclut justement dans le logiciel de gestion un partage de stock, c'est-à-dire les marchands qui viennent apporter leur véhicule, au lieu que l'acheteur ouvre 10 fenêtres avec 10 codes et 10 logins pour se connecter et faire leurs achats, là, ils cherchent une 208, s'ils ne l'ont pas chez eux, ou une Clio ou autre, hop, ils regardent chez les autres, tout de suite en un clic, ils peuvent sortir une proposition en moins d'une minute 30 d'un véhicule qui ne leur appartient pas. On sait très bien que le particulier, s'il fait l'effort déjà avec les digitaux, c'est-à-dire qu'à plus de 80% maintenant regardent sur leur téléphone portable pour acheter un véhicule, s'il fait l'effort de se déplacer en concession ou en agence, il fait l'effort qu'une fois. Si le véhicule n'est pas trouvé, on sait tous, moi j'étais dans le domaine de la vente avant, je sais très bien qu'on rappelle très rarement les clients. Donc là, en fait, il faut automatiser ceci. On a automatisé ceci, nous, avec des requêtes. C'est-à-dire, si le véhicule n'est pas trouvé avec tous les marchands, on a du VO3000, on a du MCA qui mettent leur véhicule, on a du GMI, donc on a vraiment un panel de véhicules. En plus du partage de stock, qui est là des véhicules de moins de 7000 km, il met sa requête et le client, lui, il va recevoir, particulier, il va recevoir un mail chez lui pour dire « Hop, votre garage vous a trouvé le véhicule qu'il vous faut ». Et donc là, on pense plus au particulier parce qu'au final, c'est le particulier qui a raison, c'est lui qui va acheter les véhicules. Et donc là, justement, les approvisionneurs, eux, peuvent vendre leurs véhicules plus facilement. Et ça fait une rotation de stock. On sait très bien qu'il y a des véhicules qui restent en stock, voilà, à plus de 120 jours, c'est compliqué. Hein. À 12,80 € journalier, le coût, ça va très vite la marge. Et voilà, on s'est dit, voilà, nous, il faut vraiment qu'ils vendent les véhicules avant 90 jours. Et aujourd'hui, c'est pari gagné parce que tous nos agents, ils augmentent non seulement leur trésorerie pour acheter du stock, et non seulement la rotation de stock est diminuée, mais vraiment significativement. Avec un vrai sujet sur effectivement la couverture du besoin client final, quoi, oui. au fond. Oui, puis en plus, ça veut dire qu'il faut leur faire gagner du temps. Alors justement, le groupe Argus, qui est un concurrent, fait la même chose. C'est-à-dire on automatise énormément toutes les tâches répétitives, tout l'administratif. Il faut les dégager de ce temps-là. C'est plus possible, ils ne peuvent plus passer la double saisie à multisaisie, c'est mort. Il faut vraiment leur diminuer au moins 7-8 saisies avec les multimédias. C'est ce qu'on fait. Donc là, il faut dégager du temps pour bien acheter et réunir tout le monde pour encore mieux acheter, pour faire une rotation de stock. Et tout le monde est content, tout le monde vend des véhicules. Très bien. Alors, je dirais, oui, c'est un enjeu. Je pense que la rotation de stock, dégager du temps, c'est essentiel. Je ne sais pas si l'un de vous l'a évoqué, mais je pense que l'enjeu maintenant, c'est la transparence, mais pas uniquement sur les prix, mais la transparence sur l'état du véhicule. Et je pense que tous, on rencontre cette problématique d'apporter, de conforter l'acheteur dans son acte d'achat. Aujourd'hui, des solutions pour avoir beaucoup de choix dans son approvisionnement, elles existent. Et le coup d'après, je pense que certains l'ont peut-être déjà mis en place, mais c'est de rassurer l'acheteur au moment de l'achat. Et ça, on se rend compte que ça reste un défi dans le monde automobile, dans la distribution, parce que l'inspection du véhicule, c'est encore quelque chose qu'il faut professionnaliser, qu'il faut aller chercher. Donc nous, on a mis en place des outils d'inspection digitale, en fait, pour professionnaliser le commercial, le vendeur et l'ensemble des acteurs. Et donc, quand il publie un véhicule, que ce soit pour un part, pour un pro, nous, notre enjeu, c'est qu'il le publie avec la plus grande transparence possible.
transparence, voilà, pour avoir développé les 5 dernières années Auto1, qui est une entreprise assez récente, on a 7 ans le groupe et 5 ans en France, on s'est posé pas mal de questions sur cette question de transparence et d'inspection. Et typiquement, on a vu que pour gagner la confiance de clients, de marchands, de concessionnaires, il faut en effet être assez clair sur ce qu'ils achètent. Nous, aujourd'hui, nous ne remettons pas en l'état, on vend tel que c'est. Et on se doit en fait d'être le plus direct. Donc typiquement des choses, des process qu'on a pu mettre en place ont été des tests routiers systématiques. Donc existent d'habitude les tests, enfin les inspections de carrosserie, les photos, etc. Les zooms sur les dégâts. C'est important parce que c'est un poste de coût important. Néanmoins, l'aspect mécanique est très important également. Donc on fait des tests routiers, on forme nos inspecteurs qui sont tous nos salariés afin qu'ils soient le plus précis possible. On permet à chaque fois qu'on voit un véhicule, on indique quel kilométrage maximum qui a été testé, quel est le rapport de vitesse maximum qui a été testé. Également, on fait des tests de peinture parce que ça peut corroborer certains doutes ou bien faire émerger d'autres doutes sur le véhicule. Et depuis assez peu, en fait, on met également des éléments sonores sur le bruit du moteur, etc. Donc c'est hyper clé. Et pour revenir, aujourd'hui, les technologies, les tablettes, etc., et les développeurs permettent vraiment d'être très précis et connectés aussi avec des checks OBD pour gagner en fait la confiance et s'assurer que ce soit un particulier ou un pro qui vende ou un pro qui achète, eh bien personne ne se fait berner en fait, parce que les démarches qui aussi pouvaient être assez grandes parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est féliciter et qualifier le pro qui arrive à faire du très bon travail sur le service et donc qui vendra plus cher son véhicule. Et également féliciter le pro qui veut vendre son véhicule d'occasion en le valorisant au mieux et sans prendre une fourchette, une enveloppe de risque qui est forfaitaire alors qu'on peut le faire vraiment VO par VO. Et ça la technologie nous le permet aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire le prêt à livrer, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut redonner confiance à ces particuliers pour que les professionnels puissent vendre et donc les marchands puissent vendre. C'est-à-dire, le particulier, pourquoi il est parti, il y a plusieurs critères, mais ça en fait partie. Le critère de confiance vers les pros, c'est hyper important. C'est-à-dire du plus petit, celui qui a 2 véhicules sur son parc, comme celui qui en a 250. Donc il faut vraiment se axer là-dessus. Il faut éviter qu'ils fassent des ventes entre eux, les particuliers. C'est quand ils vendent leur véhicule sur un média entre eux, pourquoi pas acheter aussi un véhicule sur le média. Donc du coup, ça fait 2 véhicules de perdus. Donc là, je rejoins complètement, le prêt à livrer, c'est hyper important, c'est un gage de confiance qu'il faut absolument qu'on gagne. Et avec les marchands qui mettent des véhicules prêts à livrer, alors, nous on le voit dans les chiffres, dans le partage, c'est juste génial. Les véhicules qui sont prêts, ils partent beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup plus de vues. Arnaud qui voulait rajouter quelque chose. Je ne vais pas trahir de secret. Aujourd'hui, vous savez que sous la marque Carnex.com, il y a 2 canaux de recommercialisation, un canal plutôt dédié à professionnels, un canal de recommercialisation à particuliers. La transparence est clé. Nous, on l'a très bien vu dès le départ quand on a lancé notre plateforme Internet en 2006. Les gens et les négociants automobiles avaient tout le loisir de pouvoir tester, toucher les véhicules, venir faire le tour eux-mêmes et vérifier l'état dans lequel le véhicule était avant de se sourcer, avant d'acheter. Si ce niveau de transparence n'est pas là, n'est pas présent au niveau de la plateforme Internet, c'est sûr qu'on va nulle part. Donc, la voie dans laquelle nous on s'engage au sein de Carnex, c'est vraiment la transparence la plus totale. On dispose aussi des historiques de maintenance dont on fait bénéficier bien évidemment aux professionnels quand on a l'information. C'est pas systématique, mais on va dire que 80% ou 90% des véhicules qui sont issus de la flotte LeasePlan bénéficient de cet historique, puisque c'est le loueur longue durée qui prodigue cet historique. Et de la même façon qu'on est très transparent avec un public de particuliers sur l'achat d'un véhicule, on se doit d'arriver sur des niveaux de transparence qui sont quasi équivalents et qui justement vont compenser le fait que cet achat va se faire directement en ligne et puis in situ. Bon, oui, Alexandre, allez-y. On a commencé notre transition digitale en 2011 pour, depuis maintenant plusieurs années, ne faire que de la vente en ligne. Et là, pour redonner un petit peu sur la partie sourcing, je crois qu'aujourd'hui, il y a un terme qui est important, qui a été évoqué un petit peu avant, c'est de faire tomber les frontières. Et nous, ce qui fait qu'on a le même processus d'inspection sur parc, quel que soit le pays, BCA, pour qu'un acheteur, en fait, qu'il achète un véhicule au Danemark, en Allemagne, ou quelle que soit la plateforme online BCA sur laquelle il achète, il soit dans un univers connu, avec des références connues, des points de contrôle qui soient les mêmes, et un référentiel dommage, qui soit le même. C'est souvent... Il y a de la réticence à cause de l'insécurité et de l'angoisse d'acheter à l'étranger.
Et nous, toute notre politique avec un projet qu'on appelle One Europe a été de faire tomber les frontières en ayant des processus communs soutenus par une logistique, puisqu'on a même créé notre propre entreprise logistique européenne, avec des lignes qu'on appelle Fast Track pour faire tomber une des dernières barrières qui est le délai de livraison, pour en revenir toujours à ce temps de rotation qui est important. On est même capable de commencer la livraison du client comme nos parcs nous appartiennent de bout en bout avant même qu'il ait payé pour favoriser son cash-to-cash, l'aider dans sa rotation et qu'il revienne à acheter plus rapidement chez nous. Magnifique. Ah, Régis. Ah, ben allez-y. Justement, j'aime bien l'argument. C'est important, je reviens sur le prêt à livrer, et justement au niveau des marchands. Ce que j'aime bien chez les marchands, c'est qu'ils peuvent livrer tout de suite quand le véhicule est vendu. Dans les années antérieures, on voyait beaucoup de véhicules qui faisaient 2-3 garages avant d'être vendus. Rien que l'impact écologique, c'est énorme. On fait des transports en permanence, ça sert à rien. Autant le vendre directement livrer une fois qu'il est vendu. Nous, on s'axe directement justement à livrer le véhicule pour le particulier et on va sortir justement jusqu'à la porte du particulier. C'est hyper important. Ça, c'est pour nos garages, bien sûr. C'est Tech3H qui va mettre ses outils pour que nos garages puissent le faire. Parce que la typologie client, elle est du plus petit au plus grand. Et le plus petit, il a besoin d'être rassuré, il n'a pas les outils, et des fois, il n'a même pas les connaissances. Donc, il faut vraiment l'accompagner pour lui donner cette confiance d'acheter les véhicules qu'on propose et de le dédouaner de toutes ces tâches, des fois le transport, l'administratif. Donc, on se fixe vraiment là-dessus pour livrer jusque chez le client particulier. Donc là, justement, les acteurs de BCA et Auto1, alors, ce ne sont pas des clients encore pour l'instant, mais j'aime bien leur philosophie justement de pensée, c'est qu'on livre des véhicules propres. Bon, parfait, merci pour cette première phase. Moi, ce que je note, en fait, c'est que le marché, a priori, il est déjà là, il est déjà en train de se transformer, que la dimension digitale apporte aussi beaucoup d'éléments pour faciliter, fluidifier les approvisionnements et la compréhension du client, pour parfois, et que globalement, on arrive à optimiser, en tout cas, quelques flux. Pour autant, ce que j'ai entendu aussi, et c'est une réalité, et c'est aussi un peu ce qui fait l'existence d'Univervéo, on a quand même toujours 2/3 du marché qui se génère de particulier à particulier. Et j'ai entendu aussi un autre point qui n'est pas neutre, c'est la notion de confiance. Donc au fond, est-ce que, ma question, mais vous allez pouvoir y répondre, est-ce qu'au fond, c'est pas un vain mot que d'aller chercher de reconstruire la confiance avec le client final pour qu'on puisse enfin faire basculer cette dynamique 2/3, 1/3 du particulier à particulier versus pro à particulier, et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cette confiance revienne, que les clients particuliers reviennent chez les pros pour aller acheter du VO et que la dynamique, finalement, accompagnée évidemment des outils digitaux, ce qui aujourd'hui bouleverse aussi un peu, sans doute, la manière d'aborder le marché. Comment vous envisagez justement de redynamiser cette confiance pour, en effet, aller chercher non pas entre vous quelles sont les meilleures parts de marché, mais plutôt aller chercher le marché du particulier à particulier qui s'envole un peu? Oui, chez Auto1, par essence, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on n'était pas un acteur de l'automobile avant de se lancer, et on était parti de ce constat qu'une grande partie des transactions VO, notamment en France, 2/3 du marché, alors que c'est plutôt 1/3 en Allemagne et dans les autres grands pays européens, se font entre particuliers. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre pourquoi en fait, ces transactions s'opèrent entre particuliers. Et il y a deux choses qui revenaient. Il y avait une question de prix et d'être sûr de ne pas se faire avoir, entre guillemets, et avec toute l'easiness, on va dire, de vente, etc. Donc nous, ce qu'on a fait au sein du groupe Auto1, c'est qu'on a réindustrialisé le rachat cash. Donc qui est en fait une des nombreuses activités que fait un négociant auto ou un concessionnaire, entre la prévente, la vente, etc. Ils font la reprise, mais c'est souvent vécu comme un mal nécessaire. Nous, on a dédié en fait toute une organisation. On a aujourd'hui plus de 300 personnes en France qui sont dédiées que ça, dans 80 centres, qui font que du rachat cash. Donc on fait beaucoup de marketing à la télé, online. La personne vient, qu'elle vienne dans notre agence de Pau, de Berlin ou bien de Bilbao en Espagne, elle va être traitée de la même manière, avec le même process, la même inspection et avec le même prix européen. Et donc d'une certaine manière, ça permet en fait à un particulier de vendre très rapidement un véhicule d'occasion à un prix qui est très compétitif et de s'en débarrasser en fait assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et d'une certaine manière, en communiquant très fort sur le marque C2B qui est vendezvosvoitures.fr, je pense qu'on éduque le particulier à aller de nouveau chez un pro. Parce que s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'il
ils pensent, enfin, j'espère qu'on leur donne un prix qui est satisfaisant et un très bon service. Mais d'une certaine manière, on va en fait convaincre des gens qui allaient vendre des véhicules sur Le Bon Coin à les revendre à des pros. Et comme vous le savez, on vend exclusivement à des professionnels. D'ailleurs, ce que vous avez pu voir en 5 ans, c'est que la part de C2C diminue de quelques points. Donc c'est assez significatif vu la taille des VO engagés pour montrer que le marché se structure et ce qu'on fait a de l'impact. Et remet le pro véritablement, qu'il soit concessionnaire ou marchand. Tu disais des marchands qui ont 5 véhicules en stock ou 250 au cœur des transactions, parce que je pense que c'est très important. Le digital est là pour épauler en fait tous ces gens qui créent des emplois et qui sont là à faire vivre l'économie française. Alors justement, nous on a une philosophie dans Tech3H et on se pose 5 fois la question pourquoi quand il y a un problème. Alors pourquoi le particulier en fait vient pas chez les professionnels? On a fait un petit sondage et on a revu exactement les réponses qui étaient avec nos 5 pourquoi justement. Les deux premiers critères, déjà, quand un particulier arrive dans un garage, c'est qu'il veut acheter un véhicule, il est super content. Jusque-là, ça se passe bien. Et quand on aborde la reprise, ça se torse un petit peu. Donc là, c'est pas forcément... Et quand on parle de sa valorisation, alors là, c'est un sujet qui est très épineux et on peut se casser les dents. Bien évidemment, on veut tous bien reprendre le véhicule pour bien le revendre, pour faire des bonnes marges. Sauf qu'on voit bien le taux de reprise est quand même assez bas. Et c'est ce qui fâche en premier lieu donc le client. Donc là, il va falloir y travailler. Nous, on y travaille fortement parce que dans Tech3H, on a mis un algorithme de cotation justement avec des critères, 23 critères en tout. On fait très attention à ça justement pour donner les bonnes valeurs et les bonnes valeurs qui, au final, se remarquent avec la facturation au bon de commande. Et on a le deuxième critère, c'est le particulier en a marre de ne pas être rappelé. On le sait tous, moi je ne rappelais pas les clients forcément. On est tous, voilà, pour les plus assidus, ils vont rappeler 2 voire 3 clients sur 10. Il faut automatiser tout ça, c'est-à-dire qu'il faut dédouaner justement les vendeurs de dire je marque sur un bout de papier le client, on perd des ventes. On perd des ventes, donc ils vont acheter sur Le Bon Coin, sur la centrale, sur les médias qui existent, entre particuliers. Donc ça c'est juste dommage parce que du coup les marchands ne vendent pas de véhicules et le garage lui il a perdu un client. Il perd un client à la vente VO, il perd un client à l'atelier. Donc nous on a automatisé justement ce processus. Il met la requête du client, il y a un robot qui tourne tous les jours et qui cherche le véhicule à la place et qui envoie l'information au client particulier pour lui dire le garage Durand a trouvé un véhicule pour vous, ça vous intéresse oui ou non? Bouton vert, ça m'intéresse, bouton rouge, non. Et le client, il se dit, tiens, j'ai fait 8 garages, il n'y en a qu'un qui m'a rappelé. C'est ce garage Durand. Le garage Durand, lui, il n'a rien fait, c'est le logiciel qui l'a fait. Et ça, on a remarqué, il y a énormément de clients qui reviennent du coup. Parce que même s'ils ont acheté un véhicule pas dans le garage, ils se disent, tiens, il n'y en a qu'un qui a pensé à moi. Pour la satisfaction pour l'atelier, c'est énorme. Donc voilà, on pense vraiment aux particuliers et le reste, ça va découler. C'est très important de penser aux particuliers avant. Particulier, oui. Oui, Alexandre. La montée en puissance de la LOA va changer pas mal de choses sur la reprise à particulier. On voit des durées de détention qui se raccourcissent, des distributeurs qui avaient du VO subi en venant de buyback constructeurs. Il va y avoir un flux de véhicules de LOA qui va arriver, qui ne va pas être traité avec la diversité des reprises, mais avec quelque chose qui est un peu plus monoproduit. Ça va demander un effort de sourcing encore plus important à l'extérieur pour réussir à diluer cette masse dans une offre VO à particulier. Donc je crois que l'enjeu, ça va être de faire extrêmement attention au sourcing complémentaire des deux flux qui sont la course et les retours LOA qui vont se massifier pour être capable de diversifier son offre et d'avoir quelque chose d'attractif pour le particulier. D'accord. Oui, Arnaud. Je voudrais juste dire que, en prenant un peu de recul et sans parler forcément de ce qu'on fait au niveau Carnext Marketplace, je pense qu'en fait, on est tous autour de la table aujourd'hui et au sein d'Univers VO, quand on regarde tous les exposants. On parlait tout à l'heure de rapatrier finalement ce volume d'affaires qui reste du C2C et de le reprofessionnaliser en se disant tiens, comment on peut récupérer ces parts de marché et faire du business to customer. Je pense que l'ensemble des gens qui sont présents au sein d'Univers VO en fait sont tous là pour travailler dans ce sens-là. On l'a entendu et je l'entendais ce matin lors des interventions, c'est essayer de reconcentrer les professionnels sur leur métier de base, à savoir bien acheter pour savoir bien revendre, in fine. Donc que ce soit logiciel, que ce soit opérateur, que ce soit sur la e-réputation, que ce soit sur le sourcing, sur la reprise, on est tous aujourd'hui ici les témoins de cette évolution naturelle et de cette volonté de rapatrier ce volant d'affaires de professionnels à particulier. Okay. Non, on enregistre très bien. C'est parfait. Moi, j'adore. Hein. C'est important aussi que de faciliter aussi la multidiffusion pour plusieurs médias, pas que sur les mêmes médias. On le remarque en fait quand ils font sur d'autres médias que les plus connus, qui est très bien, hein, mais les autres médias aussi apportent des choses.
que même pour les plus petits garages qui n'osent pas, qui vont faire sur leur site internet, qui vont faire qu'un média, on le voit dès qu'ils multiplient la diffusion, on voit qu'il y a des ventes et l'accélération de la rotation est vraiment diminuée. Donc ça, c'est vraiment un point très important de penser aussi aux autres médias. C'est un coût, c'est vrai, mais quand on fait le total sur l'année, on revient comme tout à l'heure, 12,80 € par jour un VO. Pour les plus petits, c'est quasiment 9 € parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes dépenses. Il faut penser à vraiment réduire ça et il faut multidiffuser les véhicules. Très bien. Pierre-Emmanuel ? C'est tout l'objet. Je voudrais juste rajouter que de toute façon, il y a 3 trépieds dans notre métier. Un marchand, il s'approvisionne quand il trouve un prix, quand il a confiance dans la plateforme où il achète et quand le produit est de qualité. Donc c'est choix, prix, confiance, tout simplement. Donc c'est assez rare d'avoir les 3 en même temps. Également pour les particuliers qui achètent chez un distributeur, mais on essaye tous de tendre vers cela en étant plus transparents, en les accompagnant pour les aider eux-mêmes à améliorer leur rotation. Et améliorer la rotation des stocks chez un marchand, c'est potentiellement les aider à nous acheter plus, mieux de véhicules au bon prix. Parce qu'il y a assez étonnamment encore une grosse méconnaissance sur le pricing dans les réseaux, en théorie non, mais encore. Chez certains marchands, oui, parce qu'ils sont sur un marché local, parce qu'ils n'ont pas une vision globale du marché. Donc il est important de leur apporter d'autres services, de les accompagner. Et alors, nous qui étions digitaux il y a 12 ans, dès le démarrage, je vais presque revenir un petit peu en arrière en disant que l'accompagnement humain, alors certes, il y a un coût qui a un coût différent de celui du digital, est important. Aujourd'hui, on le voit, nous, sur nos plateformes, les acheteurs, on va dire, réguliers et récurrents, attendent de nous autre chose. Sur toutes les plateformes, on leur décrit à peu près correctement les véhicules. Sur toutes les plateformes, ils ont des prix qui sont des prix de marché. Il n'y a pas de miracle ni en bas ni en haut. Voilà. Donc ce qui va faire la différence, je pense, dans les prochaines années, c'est celui qui saura apporter du service. Il y a le transport, on l'a évoqué, il y a le fait de trouver une offre alignée au niveau européen, c'est tout à fait juste. Et nous, en l'occurrence, on n'est pas au niveau aujourd'hui de BCA. Donc nous, on fait pari plutôt de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'un marchand, acheteur chez nous récurrent va avoir un contact régulier. Alors, on a tous des plateformes téléphoniques sur lesquelles, enfin presque tous, des plateformes téléphoniques sur lesquelles on peut contacter un interlocuteur, être rassuré, avoir une information complémentaire, s'assurer d'une option, peut-être même avoir un conseil sur le prix d'achat, parce que les plateformes sont la plupart indépendantes, et donc ont vis-à-vis de leurs acheteurs un devoir de conseil, un devoir d'accompagnement, pour encore une fois les aider à non pas bien acheter, pour acheter au prix, savoir vendre au prix et vite, parce que ça c'est important, et ça c'est notre conviction. Notre conviction, c'est qu'il ne faut pas retirer la compétence des réseaux. Alors, on a des positionnements différents par rapport à ce sujet-là, mais notre vraie conviction, c'est le métier d'un réseau de reprendre un véhicule. C'est le métier d'un réseau de revendre un marchand. Alors, peut-être pas celui du chef de vente VO qui doit vendre un particulier, ça je l'entends totalement, mais ça fait partie de la compétence du professionnel de l'automobile. Et je ne suis pas certain que... quand on part de très très bas, certes, on peut... en externalisant, améliorer les choses. Mais si on a en interne une vraie compétence et qu'on arrive à la garder et qu'il n'y a pas un gros turnover, donc oui, c'est pas aussi simple que ça, hein, j'en conviens. Mais en tout cas, c'est notre positionnement. Voilà. D'accord, merci. Régis. Oui, je rebondis sur les réseaux. Pierre-Emmanuel a complètement raison. On a signé des partenariats avec le GAP, le GAR et autres, et on voit la réaction et justement toute l'énergie qu'ils mettent pour répondre, parce que le VO est chamboulé, là on voit bien, les plus petits veulent en faire parce qu'ils ne savent pas s'ils vont tenir. Et quand on voit toute l'énergie qu'ils mettent en place justement pour les aider et les accompagner, nous on est très très satisfaits de ça, parce que justement ça nous aide à leur montrer qu'on a les outils pour les aider, et en plus on est soutenus par les réseaux. Donc les réseaux, je suis entièrement d'accord avec Pierre-Emmanuel, c'est très important aujourd'hui d'en tenir compte. Chez Auto1, pour compléter ce qui était dit par mes confrères, on est assez convaincu que le financement des véhicules va évoluer et donc il y aura une certaine standardisation des offres qui sont disponibles chez les constructeurs, chez les loueurs, etc. Il faut, et ce qu'on a vu, en fait, un des succès d'Auto1, c'était la diversité du stock qu'on est capable d'offrir en fait, à nos marchands. Et aujourd'hui, on achète à peu près 2000 voitures tous les jours, partout en Europe, qui sont des vrais véhicules de particuliers, qui par définition n'auraient pas été vendus à un pro, parce qu'ils auraient été vendus à un particulier. Et on voit que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de marchands différents sont chez nous. Ils aiment pouvoir avoir des véhicules que leurs voisins n'ont pas. Ils aiment en fait pouvoir se connecter sur notre site internet n'importe quand dans la journée,
dans la nuit sur l'application et pouvoir directement choisir un véhicule à prix fixe, enchérir, sans nécessairement avoir des ventes dédiées le vendredi à 10h. Parce que leurs conditions d'entrepreneur font qu'ils doivent être flexibles. Et chez nous, en fait, chez Auto1, on achète les véhicules en temps réel partout en Europe. Et vu en fait, tout notre investissement technologique, en fait, ils sont disponibles en temps réel. Dès lors qu'on l'a acheté, ils sont disponibles partout en Europe, sous une même entité, sous une même plateforme. Donc, qu'on soit un client chez Auto1 en Pologne ou bien en France, ce n'est pas des sites différents, ce n'est pas des ventes différentes, c'est le même site internet. Et d'une certaine manière, ça permet d'avoir tellement d'offres qu'on est assez sûr que tout marchand qui se connecte va trouver, au moment où il se connecte, le véhicule qu'il lui faut. Et on ne s'est pas aussi beaucoup la question de savoir est-ce qu'on va faire des ventes segmentées ou pas, mais notre flux d'achat auprès de particuliers nous le permet de faire un flux en continu, et on a vu que les marchands en sont friands. Ce qu'on voit, c'est les moments où les marchands se connectent. Et ils se connectent très souvent le week-end, très souvent la nuit, le matin très tôt, entre midi et 2, etc. Et ils peuvent, dès lors qu'ils ont une demi-heure, faire des achats et ainsi faire la rentabilité. Je voulais revenir sur la concentration de l'offre parce que c'est effectivement quelque chose d'assez efficace. Nous, on le voit, on a lancé depuis quelques mois maintenant les vendredis électriques où on fait un gros travail de fond, que ce soit au niveau de la logistique, des parcs de stockage, parce qu'il y a vraiment une adaptation qui est nécessaire à ce flux de véhicules qui est déjà en train d'arriver. Et donc, on a créé une vente européenne où on met toute notre offre électrique parce qu'on est persuadé qu'en concentrant cette offre au même moment, au même endroit, en concentrant tous les acheteurs, on va être capable de tirer les meilleurs prix de vente pour les apporteurs et d'offrir une diversité qui va de la Tesla à la Zoé, en passant par des Nissan, vraiment tout le panel de véhicules électriques. Donc c'est pour ça qu'on pense aussi concentrer l'offre, et on le voit sur cette partie électrique qui est une composante très importante de la marketplace BCA, c'est quelque chose de très important pour avoir les meilleurs prix possibles et concentrer un maximum d'acheteurs. Alors nous on pense que si on offre 100 Tesla à la même heure partout en Europe, le prix sera plus faible que si on l'offre au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on voit nous dans nos statistiques. C'est pour ça qu'on le fait. Tu as raison sur ce sujet-là. Voilà, je dirais que tout dépend de la base acheteur. Si on a une base acheteur qui est capable de supporter, qu'on est capable de la mobiliser, qu'on est capable de marketer la vente, et toutes les Tesla ne sont pas les mêmes, je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir, on a la capacité à délivrer un prix qui soit performant à l'apporteur. Il serait performant, mais à ISO nombre d'acheteurs, et on en a 60 000 dans notre réseau en Europe, on voit que l'intensité est plus compétitive quand il y a plus de rareté sur les produits. Et aussi, peut-être qu'à 10h le matin, dans l'offre électrique, tous les acheteurs ne pourront pas nécessairement se connecter. Donc ça c'est... voilà. Donc c'est pas un marché figé comme vous pouvez le voir. Chacun a encore des stratégies un petit peu différenciées. C'est très bien. Et tant mieux, parce que si on faisait tous la même chose, ça serait un peu embêtant. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, on a encore un bel avenir, tous je crois, et des choses différentes à faire, et des choses à inventer encore. S'il y a un point complémentaire. Sur notre positionnement de circuit court et de redonner finalement du pouvoir aux distributeurs et aux marchands dans leur activité d'approvisionnement. Et je pense que c'est aussi une clé qui explique qu'aujourd'hui, les professionnels récupèrent une part de ce marché C2C chez eux. C'est que nous, on veut permettre à ces professionnels d'avoir les outils en propre et d'être autonomes dans leur activité d'approvisionnement, d'inspection, dans leur activité de location aussi. Parce que ce que moi j'aime dans le VO, c'est que finalement c'est souvent un marché précurseur, parce que les acteurs du VO, ils ont la liberté d'essayer des choses. Et souvent le VO est en avance de phase par rapport au VN. Et je pense que ça, on le constate aussi sur la vente 100% en ligne. Je pense qu'on va le constater, c'est que la vente 100% en ligne de VO, elle se fera avant le VN. Donc ça apporte une dynamique très forte justement d'apporter des solutions aux professionnels dans l'approvisionnement digital. Ok, oui, un dernier mot, Régis? Non, je sais pas. Non, c'est parfait. Bon, moi, est-ce que je conclue globalement? Oui, Pierre-Emmanuel. Juste un dernier petit mot, parce que malheureusement, on a un très joli stand, mais il est placé derrière le bar. Donc pour les professionnels qui souhaiteraient venir nous rencontrer et avoir plus d'informations sur nos plateformes et indicateurs, je les invite, bien entendu, à nous rejoindre à l'arrière, et il y a quelques surprises qui les attendent. Alors c'est ce que j'allais finir en conclusion. D'abord, je me ravis de voir qu'il y a plein de choses qui évoluent
et qu'on n'est pas encore au bout d'aller chercher tout ce qu'il y a et qui reste à prendre dans le marché du VO, et tant mieux. C'est tout ce qui fait aussi la genèse et l'histoire et le succès finalement d'Univers VO. Et puis vous avez tous la possibilité de venir rencontrer ces experts qui viennent de débattre devant vous sur l'approvisionnement. Ils sont logés à l'intérieur de l'espace Univers VO et ils sont à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous pour la richesse de ce débat qui suscite en tout cas beaucoup d'informations et beaucoup de sujets. C'est parfait. Merci à vous.